Ça y est, je suis à Rennes avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Et on va répondre, non, tu vas répondre, excuse-moi, bien sûr. Tu vas répondre à toutes les questions des vidéos Je vais sur faire le mon pervers. possible. Tu vas faire ton possible. J'ai amené l'ordi, j'ai toutes vos questions là. On va commencer par la question de Magali, qui parle de son père qui est avec quelqu'un qui mobilise des formes de relations de style pervers narcissique. Et elle se demande comment l'aider. Si Magali demande comment aider son père, déjà, il y a un premier niveau qui est quand même problématique et difficile pour elle. C'est que d'un point de vue relationnel, en règle générale, ce sont les adultes qui prennent soin des enfants. Et que les enfants aient 2 ans, 12 ans ou 35, ou 40 ou plus. Les parents sont censés être source de sécurité et de force qui permettent effectivement de rassurer les enfants. Bien évidemment, on sait qu'au cours de la vie, plus les parents prennent de l'âge, plus ils se retrouvent en situation de faiblesse, et là on est effectivement dans quelque chose de tout à fait naturel. En revanche, ce dont parle Magali là, c'est pas que son père est en situation d'extrême vieillesse, il est dans une relation dans laquelle effectivement elle a la sensation qu'il est dans une forme d'emprise et qu'il ne peut pas sortir de cette relation ou redevenir autonome. Et donc aider son père, c'est déjà quelque chose d'un peu particulier parce que ça voudrait dire qu'elle est censée être plus compétente que lui en termes de sécurité, ce qui peut être d'ailleurs le cas. Mais si c'est le cas, ça va être extrêmement difficile pour elle de l'aider à changer pour une raison simple, c'est que si son père est dans cette relation d'emprise, et je suppose que Magali est en difficulté dans la relation avec lui, ou que du coup, le lien qu'elle a avec son père est altéré par cette relation. Et que si le lien est altéré par cette relation, je peux faire l'hypothèse que pour son père, même s'il aime très certainement beaucoup sa fille, l'insécurité de se retrouver sans cette compagne-là est manifestement beaucoup plus puissante que le fait de reprendre de l'autonomie ou de la distance, ou de pouvoir harmoniser les relations qu'il a entre cette compagne-là et sa fille. Donc du coup, le seul conseil que je pourrais donner à Magali serait le suivant, c'est que c'est important, là encore, qu'elle reste en lien avec son père dans la mesure du possible et comment lui peut alimenter le lien avec elle et elle avec lui, et que l'assurer de son amour et de sa présence, c'est quelque chose d'important, et de surtout, à mon sens, ne pas passer son temps à l'encourager à se séparer. Pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, encourager son père à se séparer, c'est mettre son père devant un choix quasi impossible, de rester en lien avec sa fille à condition de se séparer, ou de rompre la relation avec cette femme-là, avec laquelle il est dans une relation d'emprise, mais alimentée, encore une fois, et je le répète, par beaucoup d'insécurité, et que pour lui, probablement, être sans elle, c'est pire que tout. Et que donc, du coup, pour éviter que lui se retrouve dans une situation où il pourrait être amené à prendre de la distance avec sa fille, pour ne pas être confronté à ce dilemme insoluble, la seule chose qu'elle peut faire, c'est donc de continuer à essayer d'alimenter ce lien-là, ce lien parental et filial, et bien évidemment de lui conseiller de voir un thérapeute. Parce qu'encore une fois, pour sortir d'une relation d'emprise, il faut un tiers qui soit un tiers de sécurité, mais d'un point de vue, comment je pourrais dire, hiérarchique en termes de compétences, les parents étant plus compétents naturellement que les enfants, ce tiers de sécurité ne peut pas être un enfant. D'accord. Parce que c'est pas possible. Moi, j'aurais tendance à dire, dans ces conditions-là, de rester à l'écoute de ses propres émotions à elle, et d'offrir cet espace, tu vois, d'accueil à son père aussi, en termes d'émotions, tout simplement. Absolument. Je me doute que pour Magali, émotionnellement, le fait de voir son père dans cette relation-là doit émotionnellement l'affecter de façon importante. Et donc ça doit avoir des effets sensoriels, émotionnels pour elle, et que ça, elle peut partager ça avec son père, puisque c'est une réalité qui existe. Maintenant, encore une fois, si son père est dans cette relation-là, et que ça gêne
profondément Magali, c'est que je pense que du coup, la relation entre ce père et Magali est forcément altérée, puisque elle, du coup, en a des effets qui ne sont pas des effets agréables. Je peux supposer que du coup, son père n'est pas une figure rassurante pour elle. Donc, le fait de pouvoir simplement partager les effets du manque ou de l'altération de la relation, c'est important. Mais d'encourager son père à quitter cette femme-là me semble vain et contre-productif. Oui. En termes d'émotions, on avait vu ensemble à propos des âges clandestins, je vous renvoie au livre de Bruno Dubos, a écrit un livre qui s'appelle Les âges clandestins, parce que tu es créateur du concept des âges clandestins. Oui. En termes d'émotions et de pensée qu'on met dessus, je vais quand même me permettre d'expliquer pour les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu les vidéos sur les âges clandestins, allez voir les vidéos. Nous avons des sensations corporelles dans un contexte donné. Ces sensations vont faire appel à des mémoires anciennes, en quelque sorte, de choses qu'on a vécues. Donc, en gros, si vous voulez, les sensations qu'on a, dans le contexte qu'on a, qui est là, on met des représentations psychiques dessus. Donc, c'est ça aussi qu'on appelle émotion. Oui. Donc, ça peut être bien aussi de voir qu'on peut mettre un peu d'espace et de distance entre ce qu'on sent dans le corps et les idées qu'on se met dessus, et ça nous permettra d'être un peu plus... Oui, parce que ce qui est en jeu dans la relation entre Magali et son père, comme d'habitude, c'est une altération du lien affectif, du lien d'attachement. Et que, bien évidemment, si son père est dans cette relation d'emprise, je peux faire l'hypothèse que ça altère le lien d'attachement entre Magali et son père, et que, bien évidemment, ce lien d'attachement, il ne se construit pas à l'âge adulte, il se construit dans l'enfance. Et je peux peut-être faire l'hypothèse que le père de Magali, pour être dans cette relation d'emprise et qu'elle prenne autant de place, quitte à altérer le lien parental et filial, c'est que je pense que cette insécurité relationnelle qu'il a dans lui, elle ne date pas du début de cette relation-là. Parce que sinon, je pense qu'il ne se serait pas mis dans cette relation pour une raison simple, c'est que quand on est sécurisé et stable, on est capable de faire la différence entre une relation harmonieuse qui laisse de la place au lien d'attachement antérieur et une relation qui se doit d'être exclusive. Si on ne peut pas faire la différence, c'est que cette insécurité et cet attachement-là, il est problématique, mais depuis probablement avant cette relation-là. Ouais. Sylvie te demande, j'aimerais savoir pourquoi un pervers narcissique n'est heureux que dans la méchanceté. Avant que tu répondes, nous parlons de pervers narcissique, alors on utilise ce mot-là pour faciliter les choses. Cependant, il est quand même à préciser qu'on ne parle pas d'identité. Alors voilà, c'est-à-dire que le problème avec cette notion-là, mais comme avec d'autres notions, c'est qu'on a tendance à les voir sous forme d'étiquette. C'est-à-dire, le pervers narcissique est comme ci, comme ça, il se passe ci, il se passe ça, il fait ci, il fait ça. Comment le reconnaître, comment repérer en termes de personnalité, donc d'identité. Moi, je me place non pas d'un point de vue d'analyse d'identité, mais en termes de processus relationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la relation entre une personne et une autre personne? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? C'est quoi les enjeux? Et effectivement, en parlant de pervers narcissique, comment une personne se construit, se développe et est amenée à mettre en place des liens d'attachement qui sont complètement dysfonctionnels, dans lesquels il va y avoir de la manipulation, de l'emprise, de l'insécurité donnée à l'autre, ce qui n'est quand même pas complètement ordinaire, mais ce qui est important, c'est effectivement de voir comment cette relation-là s'articule et comment elle peut perdurer. Parce qu'en fait, pour qu'elle perdure, il faut que les deux protagonistes de cette relation, celui qui met cette emprise et cette manipulation, et celui qui la reçoit et qui d'une certaine façon l'accepte parce que le prix à payer d'une rupture serait trop fort, à la fois pour sa propre valeur et puis sur sa sécurité personnelle, ce qui est important, c'est comment cette relation-là arrive à durer. Parce qu'effectivement, si une personne
met en place dans ses intentions relationnelles et la façon d'être en relation, des relations dans lesquelles il commence à y avoir effectivement de la dévalorisation, de l'emprise, de la manipulation, comme on l'avait expliqué, le fait de rompre le lien et de se mettre dans une froideur et une distance comme si l'autre n'existe plus dès qu'il y a la moindre menace sur l'équilibre de la relation telle qu'elle est installée. Si en face on a une personne qui est plutôt sécurisée, qui est stable et qui n'a pas de doute sur sa propre valeur, cette relation elle dure 3 jours, une semaine maximum. Enfin, dès le premier couac, ça s'arrête. Ah, ça c'est intéressant, Bruno. Je pense que vous êtes nombreux à vous poser la question, je les ai vus aussi dans les commentaires, de savoir comment on peut distinguer une relation où il peut y avoir des ajustements relationnels. Oui. Tu vois, des ajustements. Dans un début de relation, de toute façon, on ne sait pas qui est l'autre. Quelquefois, on a ses propres limites. On dit, tiens, Absolument. ça ne me plaît pas. Je vais voir comment ça se passe. Et comment distinguer quelque chose de dysfonctionnel, de toxique? Alors oui, en fait, déjà, pour répondre ça fait partie de la réponse à cette question-là. Est-ce que, entre guillemets, un pervers narcissique dans ses modalités relationnelles est heureux? La réponse est non. C'est-à-dire qu'on pense qu'il en tire satisfaction et que c'est ça qui le rend heureux. C'est faux. Il n'est pas heureux et il n'en tire aucune satisfaction. Il en tire juste de la réassurance. C'est-à-dire dominer l'autre, l'empêcher de partir, l'empêcher d'être différent. C'est comme ça que moi, je vais être rassuré. Mais ce n'est pas une relation dans laquelle il y a du bonheur. Les pervers narcissiques ne sont pas heureux. Même si on se dit, mais il prend du plaisir à manipuler, non, ce n'est pas du plaisir. C'est qu'il n'a pas le choix, c'est la seule façon qu'il connaît d'éviter d'être quitté, d'éviter d'être dans une menace d'effondrement absolu, c'est de faire en sorte que l'autre ne puisse pas partir. Et il s'en donne les moyens. Et ces moyens sont la manipulation, le fait d'attaquer l'autre sur sa valeur et le fait de mettre l'autre systématiquement en situation d'abandon et de rupture du lien d'attachement. C'est-à-dire, je t'aime et je ne te quitterai jamais tant que tu seras conforme à ce que j'attends de toi, parce que si tu n'es pas conforme à ce que j'attends de toi, ça va me remettre en cause moi, et si ça me remet en cause, ça m'insécurise, et tu pourrais partir, et je vais me retrouver en effondrement, et c'est impossible. Bien évidemment, je vous l'explique comme ça, de façon, un peu détaillée, mais il est évident que les personnes qui mobilisent ces modalités relationnelles d'emprise et de manipulation et de rupture de lien le conscientisent pas, ça n'arrive pas à la conscience. Néanmoins, c'est extrêmement efficace. Parce qu'encore une fois, comme on l'avait dit, ça s'installe de façon extrêmement précoce. C'est-à-dire que ces personnes-là sont, encore une fois, depuis petit, confrontées à cette terrible crainte d'être abandonnés parce qu'ils ne correspondent pas aux attentes des personnes qui sont censées être ce qu'on appelle des figures d'attachement. Et si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a un lien. C'est parce qu'il y a Absolument. un lien et parce qu'il y a du côté de la victime. Alors, c'est là où on va répondre à une question qu'il y a souvent, que vous avez beaucoup posée. Il y a chez la victime une problématique d'abandon. Absolument. Comme et certaines personnes, chez la personne qui manipule et qui abandonne. Voilà. Oui. Et certains commentaires, vous avez demandé, parfois, je n'arrive pas à distinguer, il y a pas mal de gens qui ont dit ça, je n'arrive pas à distinguer entre le fonctionnement pervers narcissique et le fonctionnement de la victime. Certains se retrouvent dans l'un ou l'autre. Oui. Tu pourrais préciser ça? Alors, effectivement, dans les deux cas, pour celui qui met en place cette façon d'être dans lequel, encore une fois, il y a cette manipulation, cette dévalorisation, cette menace de rupture du lien, et
la personne qui est victime de ça et qui vit de façon extrêmement insécurisante cette relation, les deux sont en insécurité. Et l'insécurité, elle est sur les mêmes bases, c'est-à-dire un lien d'attachement. La différence majeure, c'est que on peut être dans une insécurité et avoir peur d'être abandonné et de mettre en place des choses pour être conforme à ce qu'attend l'autre. Ça, c'est souvent ce qu'on pourrait dire plus les victimes. Cette insécurité et cette menace d'abandon, elle fait écho à des expériences personnelles, dont on parlait tout à l'heure, des chaînes d'expériences souvent de petits ou de petites, d'enfants ou d'adolescents, dans lesquels effectivement on a été confronté à des menaces d'abandon par insécurité, qui nous donne au fur et à mesure à la fois ce manque de stabilité, ce défaut d'assertivité, c'est-à-dire de confiance en soi et de perception de sa propre valeur. Donc ça, c'est une façon d'être, et qu'effectivement, dans ce contexte-là, on va avoir tendance à essayer le plus possible d'être conforme à ce qu'attend l'autre pour ne pas être abandonné ou ne pas revivre ces expériences désagréables où on se retrouve seul parce qu'il y a cette menace d'être abandonné. Maintenant, cette menace d'être abandonné ne va bien souvent pas jusqu'à une menace d'être abandonné et de s'effondrer, c'est-à-dire de mourir. Parce que là, tu précises donc pour la victime et le pervers narcissique, Oui. Qu'on appelle comme ça, mais encore une fois, Oui. il s'agit plutôt d'une relation. Hein. Alors qu'en revanche, effectivement, Oui, pour attends, un pervers... je voulais dire, oui. excuse-moi, pour les deux, il y a cette peur de l'abandon et ces absolument. sensations à l'intérieur et cette idée de je ne supporterai pas d'être abandonné, pour les deux. Oui, la différence fondamentale, c'est que pour la victime, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme de victime, parce que c'est terrible, même si effectivement, de fait, les victimes, mais ce qui est important, c'est de sortir de cet état de victime. Pour la victime, sa stratégie, entre guillemets, ou son mouvement relationnel va être d'être le plus conforme possible. La différence majeure, c'est que pour quelqu'un qui met en place des modalités relationnelles sur un mode de perversion narcissique, l'idée, c'est pas d'être conforme à ce qu'attend l'autre, c'est de le rendre conforme à ce qu'il attend. Ah bah tu vois, ça je n'avais pas compris. Parce que moi, dans mon idée, alors j'ai écrit un article, j'ai écrit deux gros dossiers. Dans mon idée, le pervers narcissique voulait aussi au départ être conforme. Alors, oui. Au départ. Au départ, dans sa construction personnelle, il a mis en place tout un tas de choses pour essayer d'être conforme à ce qu'attendent ses figures d'attachement à lui. Ah si, oui, ses donc parents. c'est bien ça. Oui. Donc, ça, c'est dans sa construction. Là aussi, il est dans la même dynamique. Oui. Sauf que, très vite, comme cette stratégie ne marche pas, ah bon elle marche sans marcher. D'accord. C'est-à-dire qu'elle marche et elle rassure, mais de façon très provisoire, puisque systématiquement, dans la construction de cette modalité relationnelle, les figures d'attachement, souvent les parents ou les tiers qui s'occupent de cette personne-là quand il est petit, vont renouveler l'expérience de menace d'abandon. Et que bien souvent, ces parents-là, ou ces figures d'attachement-là, mettent en place avec cet enfant-là ce que j'appelle des liens d'attachement conditionnels. Et donc, lui, bien évidemment, va essayer d'être conforme pour effectivement récupérer cet attachement-là. Mais au fur et à mesure, cette compétence à être conforme, elle va, au fur et à mesure des expériences relationnelles, il va se rendre compte que s'il arrive à rendre conforme à ses attentes quelqu'un d'autre, ça le met complètement à l'abri des sensations et des émotions liées à ces enjeux relationnels. Oui, d'accord. C'est une économie d'énergie. Oui, mais elle a un prix à payer qui est majeur. C'est qu'effectivement, entre guillemets, les pervers narcissiques ne sont pas heureux, parce qu'en permanence, il y a de l'insécurité. Ce qu'il faut qu'en permanence,
c'est nécessaire que l'autre soit conforme à la représentation qu'ils ont de ce que doit être la relation, parce que si elle n'est pas comme ça les met immédiatement en menace d'abandon et d'effondrement psychique et physique. D'accord. Donc la différence, elle est là. Maintenant, il ne faut pas commencer à dire, par exemple, que quand un homme ou une femme commence à être jaloux, c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique. La jalousie, c'est de l'insécurité, quoi qu'il arrive. C'est clair. Maintenant, il y a une différence entre exprimer de la jalousie ou de l'insécurité et mettre l'autre en situation d'abandon si jamais il met en place ne serait-ce qu'une petite action qui serait susceptible d'entraîner une relation avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre on est ensemble, je suis avec mon conjoint ou ma conjointe, et elle ou il, manifestement, est très très intéressé par quelqu'un d'autre, on est ensemble, il se passe ça, qu'on puisse exprimer de la jalousie et de l'insécurité, me semble pas quelque chose de complètement... c'est normal. Voilà. En revanche, demander à son conjoint ou à sa conjointe de rester à la maison, de ne pas mettre tel vêtement, de ne pas parler à telle ou telle personne, d'anticiper des choses qui pourraient arriver après et qui ne sont pas, mais qui pourraient, en menaçant l'autre de rupture totale du lien ou en faisant des crises épouvantables, mais après, où il y a une distance, une froideur et dans lequel l'autre n'existe plus, là, on n'est plus du tout dans le même scénario. Ouais. Dans un cas, je vais me permettre d'employer des mots que je devrais peut-être pas, mais dans un cas, c'est plutôt paranoïaque. On va inventer des choses, on va voir des choses là où ça n'est pas, on va imaginer, anticiper. Et dans l'autre cas, il s'agit de je constate que là, toi, absolument, tu te comportes un petit peu de façon pas trop top. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et que il faut bien prendre en compte que deux personnes peuvent se rencontrer et être insécurisées tous les deux. Et qui peuvent effectivement se mettre en conflit ou, entre guillemets, se faire des crises sur de l'insécurité. La différence majeure, c'est que pour le pervers narcissique, la crise, elle est univoque, c'est-à-dire il n'y a que lui qui l'a fait, et comment dire, l'autre est menacé immédiatement de rupture du lien, d'exclusion et de remarques ou comment on va dire, de mise en cause de sa propre valeur. Oui, puis de critique. Voilà. Donc c'est pas complètement pareil. Est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit dans ces cas-là? Alors, ça c'est difficile de répondre à cette question-là. Ouais. Je pourrais dire que probablement oui, parce qu'encore une fois, j'aurais tendance à dire de façon non péjorative qu'un pervers narcissique, ça reste même si ce sont des adultes, ça reste des enfants insécurisés. Et donc, qui ne prennent en compte que leurs propres ressentis et pas les ressentis des autres. Oui, donc là, la situation qu'il voit, il la voit vraiment comme ça. Oui, absolument. Pour lui, c'est une certitude. Absolument. Waouh. Et voilà, c'était le premier épisode de votre série préférée, Les réponses à vos questions par le docteur Bruno Dubos. La suite au prochain épisode. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Si vous voulez soutenir mon travail, vous savez que vous pouvez vous abonner à la revue Infinité. Le lien est dans la description. Ça me fera 5 € par abonnement et puis ça vous fera à vous une petite réduction. À bientôt!